je suis touchée par certains témoignages ou certains patients. J'avais accompagné une mère qui avait perdu sa fille et je sais que le fait de l'accompagner m'a énormément aidée par rapport à mon rapport à la mort d'un proche, d'expliquer aux patients pourquoi ils souffrent. Ça aide déjà à dédramatiser la souffrance parce qu'on a compris en fait, que c'était normal. Pourquoi est-ce que les jeunes, d'après vous, devraient-ils s'intéresser à la psychologie ? Être heureux, c'est une manière d'être et comme toutes les manières, ça s'apprend. Comme toutes les manières, elle s'apprend. Madame Schwenig, bonjour. Pourriez-vous vous présenter à nous ? Que faites-vous dans la vie et pourquoi ce métier de psychologue ? Alors, donc, moi, je suis psychologue de formation. Je suis aussi mère et belle-mère de 4 enfants, formatrice, donc je donne pas mal de formations, auteure et conférencière, et également passionnée par les neurosciences et les spiritualités, en particulier le bouddhisme. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi aviez-vous choisi en fait cette profession ? Que pensiez-vous, qu'aviez-vous en tête lorsque vous deviez choisir ? Que feriez-vous de votre vie ? D'abord, à 18 ans, j'avais la grande sœur d'un ami qui était logopède. Et à l'époque, pour faire la logopédie, il fallait faire la psycho. Et donc, je m'étais dit que j'allais faire la logopédie. Donc, j'ai commencé la psycho. Et puis, en fait, j'ai jamais fait la logopédie. J'ai continué dans la psycho. Qu'attendiez-vous de vous-même en imaginant exercer cette profession ? Je pense comprendre l'esprit humain et pouvoir aider les autres à se comprendre et avec le but ultime, je pense, de tout le monde, c'est d'être heureux. Et c'est ce qui vous passionne dans le domaine de la psychologie ? Comprendre les autres ? C'est ce qui vous passionne ? Oui, comprendre l'esprit humain, en fait, parce qu'on a tous le même esprit. Comme les médecins passent de nombreuses années à comprendre le corps humain. Et quelque part, on devrait être tous médecins pour bien comprendre comment notre biologie fonctionne. Et on devrait tous être psychologues pour bien comprendre comment notre esprit fonctionne. C'est peut-être une question que votre entourage vous pose assez souvent, mais est-ce que vous analysez beaucoup les personnes qui sont autour de vous, vos proches ? Est-ce que vous appliquez en fait ce que vous apprenez dans la psychologie, dans la vie quotidienne ? Oui, je l'applique d'abord sur moi. Donc, j'essaye de vraiment bien comprendre ce qui se passe en moi. Je peux observer aussi chez les autres ce qui se passe et ce qui se joue chez les autres. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'approche neurocognitive et comportementale, parce qu'elle offre vraiment une grille de lecture qui est très fonctionnelle déjà. Et ça a été développé par un médecin. Donc, c'est vraiment de la médecine appliquée à l'esprit humain. Donc, il y a vraiment des causes aux effets, et les effets, ce sont les raisons pour lesquelles les gens viennent chez les psys, c'est-à-dire anxiété, dépression, doute, angoisse, enfin tout ce qui est pas chouette à ressentir. D'accord. Est-ce que vous, si je peux me permettre, dans votre entourage, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de déceler des névroses, par exemple, chez certaines personnes, rien qu'en observant leur comportement ? Oui, mais je pense qu'on est tous un peu névrosés, donc je vois ça un peu chez tout le monde. Oui. Nous allons maintenant nous intéresser à l'une des pratiques les plus courantes dans le domaine de la psychologie, qui est celui de la thérapie. Celle de la thérapie des traumatismes. Donc, plutôt par rapport à la thérapie, pourriez-vous nous expliquer, Madame Schwenig, ce qu'est une thérapie ? Une thérapie, c'est un parcours ou un accompagnement pour justement diminuer les symptômes. Comme quand on fait une thérapie médicale, c'est qu'on a un symptôme mais qu'on aimerait bien ne plus l'avoir. Combien de temps dure en moyenne une thérapie ? Ça, c'est vraiment super variable. Ça dépend des symptômes, justement, et des causes des symptômes. Il y a des symptômes qui se traitent plus facilement que d'autres. Ça dépend aussi de toute la culture du patient. Est-ce qu'il est déjà éduqué à prendre du recul ou pas du tout ? Donc voilà, ça dépend vraiment, c'est ultra variable. Est-ce que, selon vous, toutes les thérapies s'adressent en fait à tout type de personnes en fonction de leur genre, de leur culture, de leur éducation ? Est-ce que la thérapie est un monde qui peut vraiment s'ouvrir à tout type de personnes ? Oui, ça je pense que oui.
Et selon vous, est-ce que tout le monde aurait besoin d'une thérapie? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui en auraient besoin mais qui n'en sont pas forcément conscientes? Je pense que il y a la thérapie et la psychologie. Je pense que tout le monde devrait explorer l'esprit humain. Parce que je pense que sans comprendre comment fonctionne l'esprit humain, on part dans la direction opposée au bonheur, puisque si on suit nos pulsions et nos algorithmes neuronaux, on a peu de chances d'être heureux. Et donc, la psychologie offre une compréhension de l'esprit, et quand on comprend, on peut mieux utiliser son esprit. Maintenant, la thérapie, je pense que souvent, la thérapie est initiée suite à une souffrance, et souvent, c'est une opportunité de justement mieux se connaître et pouvoir après être plus autonome pour se gérer. Donc je dirais, on pourrait dire que la thérapie est une espèce de philosophie de vie. C'est un moyen d'apprendre à mieux se connaître et c'est de trouver cet équilibre en nous d'abord. Oui, je pense, pour être autonome, pour stabiliser son esprit, quand il y a des choses à l'extérieur qui ne se passent pas bien, puisque une vie humaine normale, même si on a l'impression que non, c'est quand même une vie avec beaucoup de problèmes extérieurs. Et donc, si on n'a pas un esprit stable pour gérer toutes ces situations extérieures, on va être heureux quand tout va bien et être malheureux quand tout va mal, ce qui est évidemment pas le but, puisque les choses vont plutôt mal. Enfin, en tout cas, en vieillissant, on a plus de chances que les choses se passent pas super bien au niveau, ne fût-ce qu'au niveau santé, au niveau relations, à tout niveau. Et le monde de la thérapie, ou en tout cas, lorsqu'on va chez un psychologue, c'est recommandé que ça vienne d'abord de nous, que ça soit une demande assez personnelle. Mais il se peut que notre entourage nous pousse à consulter parfois un psychologue. Est-ce que dans ces cas-là, la thérapie peut être bénéfique à un client, à un patient, à cet individu qui viendrait? Oui, d'abord, il y a pas mal de jeunes qui sont encouragés par leurs parents. Mais moi, en général, j'accompagne pas de personnes qui sont pas en demande, même un jeune. Donc, quand j'ai des parents qui me mettent la pression en disant « il faut voir ma fille ou mon fils », s'il n'est pas demandeur, non, parce qu'alors je vais tirer, c'est pas le but. Par contre, dans mes formations, j'ai beaucoup de formations avec des participants qui sont pas du tout demandeurs, parce que c'est organisé par la société, organisé par l'hôpital ou organisé par l'école en journée pédagogique. Et là, parfois, on plante des petites graines qui inspirent ou qui donnent envie, en tout cas, d'aller plus loin. D'accord. Généralement, j'ai pu entendre qu'on appelait ces individus qui faisaient appel aux psychologues des patients. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi l'utilisation de ce terme ? Oui, je pense que c'est pour distinguer des clients qui sont plus dans un métier de coach. Là, on parle plus de clients. Patients, on parle ça des patients en médecine. Et j'ai parlé d'ailleurs récemment avec un médecin qui gère une maison médicale. Et donc, il y a des patients. Mais il dit qu'il faudrait vraiment une prise en charge holistique du patient pour justement l'éduquer à se connaître, mais pour pouvoir tenir compte de sa santé aussi. Donc oui, ce serait la prise en charge du patient de manière plus globale. Et la psychologie rentre là-dedans. Mais c'est vrai, on parle de patient, mais voilà. Et donc le psychologue, lorsqu'il va recevoir ce patient, cet individu, il va du coup chercher à comprendre et à voir comment est-ce qu'il pourrait, on va dire, être en harmonie avec tous les domaines de sa vie. Entre guillemets, par exemple, là où je veux en venir, c'est quel est le but en fait d'un psychologue lorsqu'il rencontre ce patient? Qu'est-ce qu'il cherche à comprendre? Qu'est-ce qu'il cherche à savoir chez cette personne? Moi, mon but, c'est de le rendre autonome dans la gestion de son esprit et donc de ses troubles. Donc moi, j'aime bien éduquer, en fait. Donc je suis plutôt une psychologue qui éduque plutôt qu'une psychologue qui suit pendant 20-25 ans des patients. Moi, plus c'est court, mieux c'est, puisque ça veut dire que j'ai vraiment réussi à rendre la personne autonome. Et quand vous dites court, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, par exemple, de durée assez courte que vous avez eue du coup avec un patient? Alors, en EMDR, donc ça, c'est une technique qui traite les traumatismes. Ça, c'est assez court. C'est parfois 1, 2, 3 séances. Et la personne
est vraiment plus à l'aise avec son événement traumatique. Mais autrement, c'est plus de l'éducation. Il s'est passé un événement où la personne n'arrive pas à prendre du recul. Et donc, parfois, en quelques séances, je l'éduque à prendre du recul sur ce sujet-là. Mais après, elle peut utiliser tous ces outils et cet état d'esprit sur d'autres sujets. Le psychologue est-il le seul à poser un diagnostic ? En tout cas, en coaching, parce que j'ai fait une formation en coaching, on ne peut pas poser le diagnostic. Alors, à part les médecins et les psys, et encore tous les types de psychothérapie ne posent pas de diagnostic, je pense. Mais bon, moi, je connais vraiment que des techniques qui sont très orientées diagnostic. Okay. Donc, la personne vient avec un symptôme, et moi, je cherche la cause du symptôme. Ok. Est-il possible de réaliser son propre diagnostic ? Pensez-vous que tout le monde est capable de s'introspecter à ce niveau-là ? Oui, je pense. Je pense qu'il y a vraiment la possibilité de faire son autodiagnostic, de s'observer et de dire tiens, là, je manque de recul ou là, je suis pris, je souffre parce que je me rends compte que je suis attachée ou en hyper-investissement sur tel sujet ou telle personne. Oui, c'est tout à fait possible. En tout cas, avec l'approche neurocognitive et comportementale, c'est tout à fait possible. Pourriez-vous nous donner un peu plus de détails par rapport à la manière dont un individu peut s'introspecter dans le but de réaliser son propre diagnostic ? L'approche neurocognitive et comportementale, elle offre donc un modèle de l'humain qui parle de contenu et de contenant. Et donc le contenu, ça c'est tout ce qu'on vit. Et le contenant, ça va être l'état d'esprit avec lequel on le vit, qui est un peu lié à des gouvernances neuronales, ou en tout cas des territoires, mais entre guillemets, parce qu'évidemment le cerveau est complexe. Et donc, à partir du moment où je connais les symptômes de tous les contenants, je peux analyser, là, je vis, de l'anxiété ou de la culpabilité. Et donc, je sais quel contenant génère ces symptômes. Donc, je peux faire tout à fait mon propre diagnostic. Ok. Mais du coup, j'aimerais juste un peu plus approfondir cette question. Mais imaginons, prenons le cas d'un exemple avec un adolescent, je dirais de 15-16 ans, qui cherche, en fait, il ressent qu'il a une souffrance. Comment, c'est plutôt ça ma question, comment est-ce qu'il peut parvenir à prendre conscience, en fait, de sa souffrance et essayer de réfléchir par quel type de réflexion, quelles questions, par exemple, est-ce qu'il devrait se poser pour répondre, on va dire, à sa douleur? Moi, je dirais, c'est comme en médecine, dès qu'on a un symptôme désagréable, donc dès qu'on a une douleur, après avoir essayé un petit Dafalgan ou un Nurofen, si jamais ça passe pas, on va aller voir un médecin en disant tiens, c'est bizarre, j'ai un inconfort ou une douleur ou quelque chose de désagréable. Et puis là, le médecin, qui est le spécialiste du corps humain, va poser un diagnostic et puis proposer un traitement. Et donc, c'est la même chose au niveau psychologique ou mental. C'est que j'ai d'abord un inconfort ou une souffrance ou quelque chose qui est désagréable. Et puis, je vais d'abord essayer d'en parler à mes copains, copines. Je vais essayer de me débrouiller toute seule d'abord. Et puis, si vraiment ça persévère et que ça perturbe, mon sommeil, mon alimentation, mon rapport aux autres. Alors là, c'est intéressant d'aller voir un spécialiste de l'esprit humain qui s'appelle un psychologue pour après être autonome. Ouais. J'aime bien, donc je disais que j'étais passionnée par le bouddhisme en tant que science de l'esprit et Bouddha disait qu'on devrait tous être son propre psychologue, son propre thérapeute même. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce qui me touche parfois dans certaines discussions avec des jeunes ou avec d'autres personnes de mon âge, donc dans la vingtaine, c'est qu'elles ne prennent pas forcément le temps de prendre conscience en fait, de leur état et de comprendre, ok, à ce moment-là, en fait, dans ma vie, ça ne va pas, mon sommeil, mon rythme de sommeil est décalé, donc ça me cause des souffrances. Souvent, la plupart des personnes cherchent des raisons externes à leur malheur ou à leur souffrance, et donc c'est pour ça que je posais la question, est-ce que tout le monde est capable de s'introspecter, est-ce que tout le monde est capable de s'asseoir ou de se regarder face au miroir et de se dire, ok, en fait, dans ma vie, ça ne va pas et je me rends compte que je suis d'une part, parfois, la cause de mes souffrances. Et parce que parfois, des personnes vivent... Je ne sais pas si c'est en fait une espèce de déni, sachant que j'ai l'impression parfois de mal les juger si je dis qu'elles vivent dans le déni parce que tout le monde n'est pas, j'ai l'impression, capable de se poser les
des bonnes questions ou des questions justes par rapport à leur situation. Donc, c'est pour ça que je trouve ça génial que la psychologie existe, qu'il y ait des livres, qu'il y ait Internet, pour que les personnes, les jeunes surtout, puissent s'ouvrir en fait à ce domaine-là pour répondre à leurs questions. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que aller chez le psy, c'est recevoir des questions en fait directement d'une personne externe, mais finalement, j'ai l'impression une espèce de miroir. En fait, on rencontre quelqu'un qui va nous donner des outils pour réfléchir, pour arriver en fait à se comprendre soi-même. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Je pense que là où tu as raison, c'est qu'on n'est pas du tout éduqué à séparer les problèmes extérieurs des problèmes intérieurs. Tu vois, pour nous, quand on a un problème extérieur, on a d'office un problème intérieur. Alors que non. Il y a plein de gens qui ont plein de problèmes extérieurs avec aucun problème intérieur. Et il y a des gens qui n'ont aucun problème extérieur avec beaucoup de problèmes intérieurs. Donc ça, c'est la majorité des patients en thérapie. En tout cas, au XXIe siècle en Occident, on vit dans un pays en paix. La majorité des gens qui viennent me voir, ils ont un boulot, une santé, des enfants, un toit, de l'argent. Enfin, ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux, on pourrait dire, sur papier. Mais donc, nous, on n'est pas éduqués à séparer les deux. Donc, si je donne un exemple, je sais pas, je me fais quitter ou je me fais licencier. Ça, c'est une situation extérieure qui demande une solution extérieure. Donc, je sais pas, refaire mon CV, essayer de comprendre pourquoi, voir un peu, voilà, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Mais c'est pas pour ça que je dois avoir un problème intérieur de colère, de rancune, d'anxiété, enfin tous les problèmes de culpabilité. Mais comme on n'a pas appris ça, nous on a l'impression que la cause de mon malheur, c'est parce que je me suis fait licencier. Or, ça n'a rien à voir. Je me suis fait licencier, ça c'est une situation. Et bien sûr, il va falloir gérer cette situation. Mais la culpabilité, l'anxiété, la colère, ça n'a rien à voir avec mon licenciement, ça c'est intérieur. Et donc, pour résumer, les problèmes extérieurs demandent des solutions extérieures, les problèmes intérieurs demandent des solutions intérieures. Et donc, le psychologue, il éduque aux solutions intérieures. Moi, je ne sais pas comment régler les problèmes extérieurs des gens qui viennent me voir, puisque ça, il faut appeler des consultants. Alors, je peux être un peu consultante en communication de temps en temps, mais à part ça, je ne sais pas comment réparer un pneu d'une voiture ou régler des problèmes de boulot ou de dossier. Donc ça, je pense que c'est important. Mais comme tu dis, comme on n'a pas appris, au contraire même, nous, on nous a dit il faut aller chercher à l'extérieur des solutions à nos problèmes intérieurs. Exact. Il faut un diplôme, il faut un compagnon, il faut de l'argent, il faut... tout ça, c'est que des problèmes extérieurs, en plus. Un boulot, un mariage, des enfants, un chien, une maison, tout ça, c'est beaucoup de problèmes extérieurs en plus. Mais si on n'apprend pas, alors tout ça, c'est super, si on a appris à résoudre ces problèmes intérieurs. Et vous avez réussi à sortir de ce cadre d'apprentissage, on va dire que... par lequel tout le monde est passé. Mais j'ai une question. Qu'est-ce que ça fait en fait d'avoir une pensée qui est assez, on va dire, plutôt décalée ou très différente par rapport aux autres mentalités des personnes? Est-ce que vous ne sentez pas parfois surmené et rattrapé par la réalité dans laquelle les autres vivent? Parce que c'est quand même la plupart des gens qui vivent dans cette routine en fait, mentale, je dirais. Oui, justement, je pense que c'est une source de motivation de dire, moi, si on m'avait appris ça jeune, ça m'aurait économisé beaucoup de souffrance et beaucoup de thérapie, même si c'était très chouette d'aller en thérapie. Mais je pense que ça devrait être éduqué, depuis les maternelles, quoi, apprendre comment on fonctionne, comment on se gère, de séparer l'extérieur de l'intérieur, de développer tous les jours de faire vraiment des entraînements à résoudre ces problèmes intérieurs pour être bien, pour être heureux. Et puis après, tous les problèmes extérieurs, ça ne s'appelle plus des problèmes, ça s'appelle des situations à gérer ou la vie. C'est ça. Ouais. Donc, on pourrait dire qu'aller chez le psychologue, ça pourrait permettre à un individu d'entamer ce processus d'introspection et de découverte de soi. Ouais, si en tout cas, s'ils viennent chez moi, ils seront au courant de cette séparation entre extérieur et intérieur. Exactement. Mais je ne suis pas sûre que tous les psychologues
en tout cas, toutes les approches n'abordent pas la souffrance psychologique de la même façon. Hein. Donc moi, je te parle que de mon point de vue, qui est quand même aussi beaucoup inspiré par les spiritualités comme le bouddhisme, mais en tant que science de l'esprit. Hein. Oui. Bouddha, c'était un grand psychologue. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous, Catherine. Justement, je voulais vous poser une question. On en parlera un peu plus, en tout cas en détail dans une prochaine vidéo. Mais le lien, en fait, entre la santé mentale et l'hygiène de vie. Donc justement, le fait que j'ai l'impression, si je ne me trompe pas, mais dans le bouddhisme, on parle beaucoup de l'environnement qui est assez important à gérer. J'ai l'impression que dans l'environnement, on parle d'hygiène de vie. Et à quel point, en fait, on peut avoir l'impression que beaucoup de problèmes chez les personnes, on va dire, trouvent leur cause ou leur source dans leur manière de gérer leur vie. Du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel lien il existe en tout cas entre les deux ? Justement, Jacques Fradin, donc, qui est docteur en médecine et qui est le père de l'approche neurocognitive et comportementale. Donc lui, il a commencé comme jeune médecin et puis il s'est dit qu'il y avait beaucoup de pathologies qui pouvaient être résolues par la psychologie. Et donc il a quitté la médecine et il s'est engagé dans un centre de recherche en psychologie. Et lui, il a créé l'Institut de médecine environnementale. Donc justement, pour lui, c'est l'environnement est super important dans l'équilibre mental et il a d'ailleurs été très engagé dans tout ce qui est troubles alimentaires parce que la manière dont on se nourrit, la manière dont on gère son sommeil et la manière dont on gère son mental sont intimement liés. Oui. Et c'est ce que je disais aussi avec les médecins, en discutant avec un médecin, il dit qu'il faudrait vraiment une prise en charge plus globale des patients, pas juste traiter leur diabète. Le diabète, ça se traite aussi par une éducation à une manière de manger, une manière de se reposer, tout un pan environnemental. Oui. Catherine, vous allez répondre à une suite de questions concernant le titre de psychologue, pour essayer de dresser un certain profil, pour mieux le comprendre. Comment définir la psychologie en quelques mots ? Je dirais que c'est l'étude de l'esprit humain. Oui, en gros, ça c'est quelques mots. Okay. Oui. Est-ce que vous voulez en dire plus ? Non, c'est vraiment comprendre comment fonctionne la psychologie de l'humain. Comme le médecin, il a beaucoup de cours d'anatomie pour comprendre comment le corps humain fonctionne. Le psychologue, c'est vraiment comment l'esprit humain fonctionne. Et c'est de cette manière-là que vous pourriez définir ce qu'est un psychologue. C'est la personne qui va comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Ouais. Et quelles sont les qualités requises pour devenir psychologue selon vous ? Je dirais, en tout cas, aimer comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Déjà, je pense que ça, c'est important. Et puis, autrement, des qualités de confiance au potentiel humain, puisque parfois, on a des personnes qui arrivent avec des traumas terribles et tout ça. Il faut vraiment se dire, c'est possible que cette personne guérisse et soit heureuse. Confiance, empathie, beaucoup de compassion. Et donc, la compassion, c'est sans souffrir. Vouloir vraiment que l'autre soit libéré de la souffrance. Patience, je pense aussi. Disponibilité, centrage. Voilà, il y a une série de qualités, mais tout le monde est potentiellement capable d'être un bon psychologue. D'accord. Parce que comme vous disiez, juste par rapport à avant, c'est que si on arrive à devenir un psychologue pour soi-même, tout le monde pourrait devenir un psychologue pour l'autre, alors selon vous ? Oui, alors tout le monde n'a pas les mêmes motivations, je pense. Il y en a, le lien à l'autre, ça ne les excite pas tellement. Ils préfèrent coder ou faire des exploits sportifs. Donc eux, être dans un cabinet à écouter les problèmes des autres, peut-être ça ne les excite pas. Mais en termes de motivation, il y aura des différences. Mais dans le potentiel, oui, je pense que tout le monde est potentiellement capable de se comprendre et d'aider l'autre à se comprendre. Ouais. Et pensez-vous que le vécu peut jouer sur les questions de qualité du psychologue, dans le sens où si on prend une personne, on va dire lambda comme exemple, qui a, on va dire, un vécu relativement stable, en tout cas émotionnel tout au long de sa vie, qui en a eu tout au long de sa vie, est-ce qu'il peut
être un meilleur psychologue que quelqu'un, par exemple, qui sera passé par certaines étapes instables émotionnellement, mais qui se sera relevé et qui aura, du coup, en plus de ça, acquis ses qualités de psychologue? Mais je pense qu'on attire les patients en fonction de qui on est. Et donc, il y en a qui ont vécu, des burn-out. Et donc, ils aiment accompagner des personnes qui ont vécu des burn-out parce qu'il y a plus d'empathie. Mais voilà, autrement, il y a des personnes très stables qui n'ont pas vécu des grands traumas, mais qui sont passionnées par la psychologie. Et donc, ils peuvent aussi être tout aussi bons que quelqu'un qui a vécu justement des grandes souffrances. Voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles, mais il y a énormément de psychologues. C'est la plus grosse faculté aujourd'hui, c'est la faculté de psycho. Et donc, il y en a pour tout le monde, en fait. Et je pense qu'on attire vraiment la patientèle en fonction de son vécu et de qui on est, de sa personnalité. Ok, parce que je me demandais souvent à quel point, en fait, est-ce qu'un psychologue pouvait comprendre sincèrement le problème, en fait, d'un individu en fonction de son vécu à lui, justement. Parce que je m'étais toujours dit, est-ce que quelqu'un qui n'avait pas vécu un traumatisme, par exemple, ou en tout cas un traumatisme qui se ressemble à celui dont on parle, comprendra sincèrement la souffrance de l'individu? C'est pour ça que je reviens à l'approche neurocognitive et comportementale, c'est que je comprends le contenant. J'ai pas le même vécu, mais comme je comprends le contenant, je sais exactement ce que la personne vit, même si moi, je ne l'ai pas vécu. Tu vois, par exemple, des troubles comme l'anorexie mentale, où moi, je n'ai jamais vécu ça. Mais je comprends tout ce qu'il y a derrière, toute la mécanique derrière, et donc je comprends ce que la personne vit de l'intérieur sans moi l'avoir vécu. Et on entend souvent des mythes autour du métier de psychologue. Est-ce que vous pourriez nous dire si certains sont vrais ? On dit beaucoup que, en tout cas, il n'y a pas si longtemps, c'était pour les fous. Les psys, c'était pour les fous. Il y en a encore qui pensent ça, je pense. Alors non, pour moi, c'est que pour ceux qui n'arrivent pas à en sortir seuls. C'est comme en médecine. Si on peut s'auto-guérir, tant mieux. On n'a pas besoin d'un médecin. C'est quand on n'arrive pas tout seul à se sortir d'une souffrance psychologique. Il y a un autre mythe aussi, c'est que les psychologues, ils ont fait la psycho pour régler leurs propres problèmes. J'ai envie de dire tant mieux. Surtout, c'est pour ça que peut-être la fac de psycho, c'est la plus grande, parce que les gens prennent de plus en plus conscience qu'ils ont plein de problèmes et que peut-être qu'il serait bien de comprendre pourquoi. Donc ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle. C'est aussi un métier où on est indépendant, donc on gère son agenda un peu comme on le souhaite. Donc ça, il y en a qui ont envie d'être cool, chill dans un cabinet confortable, qui ont vraiment envie d'aider aussi. Il y a, peut-être, le mythe, c'est le mythe du sauveur. Je vais un peu sauver tous ceux qui souffrent. Et je pense qu'on n'a pas de pouvoir sur l'esprit de l'autre. On peut éduquer, planter des petites graines, mais après, c'est quand même à chaque personne à faire le travail. Ça, c'est important aussi de le rappeler. Ça, c'est vrai pour les futurs psychologues. Et d'ailleurs, on entend aussi parfois que le métier de psychologue, ou en tout cas ce domaine de travail-là, est un domaine bouché. Et souvent, je me demandais pourquoi est-ce que les personnes disaient ça. Et je pense que c'est parce que la plupart des gens pensent qu'être psychologue, c'est d'office être thérapeute. Alors que les psychologues ne travaillent pas tous dans le domaine thérapeutique. Est-ce que vous pouvez nous citer des domaines dans lesquels les psychologues travaillent ? Moi, j'ai une amie qui travaille en milieu hospitalier. Donc elle travaille en soins palliatifs ou en psychiatrie. On peut travailler dans les ressources humaines, en entreprise. On peut travailler dans les PMS, dans les écoles, dans les maisons médicales. Donc, j'ai des psychologues qui travaillent dans les maisons médicales pour justement des prises en charge, burn-out, ou qui nécessitent et un médecin et un psy. En psycho-onco aussi. Pas mal dans l'accompagnement des familles et des personnes malades du cancer. Il y a une série de débouchés. On peut travailler avec les jeunes en décrochage. On peut travailler, je pense qu'il y a pas mal de structures. Surtout que même au niveau du domaine de la thérapie, il y a plusieurs types de thérapies qui existent selon
rien qu'à voir au niveau des continents, par exemple, en fonction des cultures, en fonction de l'éducation, là où vous vous trouvez, les thérapies peuvent varier. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler. Il y a des hypnothérapeutes, il y a tout ce qui est CCC, il y a la méditation, il y a ACT aussi, Acceptance Commitment Therapy, il y a tout ce qui est systémique. Tout ce qui est gestalt, voilà, tout ça. Chaque thérapie a son école, en fait. C'est important de le rappeler. Et quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les psychologues dans le domaine thérapeutique ? Peut-être d'être un peu seul, puisqu'ils travaillent seuls. Alors même s'ils rencontrent beaucoup de monde, ils ne travaillent pas en équipe. Alors parfois, on peut travailler en équipe dans les hôpitaux. Moi, j'ai une copine qui consulte dans une maison... je ne sais pas si c'est une maison médicale, mais en tout cas, elle a des collègues psychologues, des médecins, des psychiatres. Donc là, il y a des réunions d'équipe. Donc moi, je travaille beaucoup seule, avec de temps en temps des supervisions, des intervisions. Donc ça, c'est peut-être les difficultés rencontrées, mais il faudrait leur demander. Ok. Y a-t-il des différences entre des psychologues jeunes ou âgés, hommes ou femmes, dans leur manière de pratiquer leur métier ? Est-ce que le genre ou l'âge sont des facteurs qui influencent les compétences d'un psychologue ? Certainement, parce qu'on est psychologue avec son être. Mais voilà, il n'y a pas des bons ou des mauvais. Tout psychologue a ses caractéristiques spécifiques, qu'il soit jeune, homme, femme, plus âgé, avec son expérience. Et je pense que ce qui est important pour les patients, c'est d'avoir une bonne affinité avec cette psychothérapeute, parce que tout passe beaucoup par le contact. Alors après, il y a l'approche et les techniques, mais le contact qu'on a avec son thérapeute est vraiment super important. Alors c'est peut-être une question stupide, on va dire, mais comment savoir en fait s'il y a une bonne affinité avec le psychologue qu'on consulte ? Comment savoir si on se sent vraiment à l'aise ou parce qu'on peut très bien y aller et un peu se forcer et prendre sur nous. Comment savoir si je suis vraiment au bon endroit, je me sens bien, je peux commencer en fait ce travail ? Je pense qu'il y a d'abord la confiance. Est-ce qu'on est inspiré par la personne ? Donc voilà, moi je n'irai pas voir un thérapeute qui ne m'inspire pas. Donc voilà, mais ça c'est moi. Maintenant, il y en a qui n'ont aucun problème à aller voir des thérapeutes qui sont complètement à la masse et qui... voilà, c'est tout à fait personnel. Mais c'est, de sentir que on est en confiance et que soit l'approche nous convient, soit la personne, on se sent compris. C'est très intuitif, je pense. C'est très, très personnel. C'est vrai. Quelles sont les mauvaises raisons pour lesquelles un jeune étudiant choisirait d'entreprendre des études en psychologie ? Je dirais qu'il n'y en a pas. Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de faire ces études, même si on ne pratique pas en tant que psychologue. Justement, hier midi, j'ai déjeuné avec un pote qui a fait la psycho et qui a fait de l'informatique jusqu'à aujourd'hui. Donc, il a fait plus de 30 ans d'informatique. Et là, justement, je déjeunais avec lui parce qu'il dit « j'ai envie de revenir un peu à la psycho ». Donc voilà, la psycho, ça mène à tout. De toute façon, on vit avec soi full-time, on vit avec... en général pas mal d'humains autour de nous. Donc comprendre comment on fonctionne et comment fonctionnent les autres, je trouve que c'est toujours utile, sauf que c'est quand même 5 ans. Et tout le monde n'a pas 5 ans à investir en plus d'une autre formation et d'un autre métier. Donc. C'est ça. Surtout, ça c'est au niveau de la formation, 5 années, plus les formations sur le côté. Ouais. Donc ce sont vraiment de longues études, alors que... Comme vous le dites, j'ai l'impression, en fait, c'est ce que j'interprète, c'est que être psychologue, c'est vraiment accessible à tous. À partir du moment où on essaye de se comprendre, c'est déjà un pas, en fait, dans ce métier-là. Et donc, nous sommes tous psychologues si nous nous introspectons pour mieux comprendre par la suite les autres aussi. Ouais, donc, c'est vrai qu'on peut devenir psychologue et en tout cas s'enrichir à propos de ce domaine qui est assez vaste, on va dire, en s'informant, en fait, en dehors des cours. Oui, il y a plein de lectures, il y a des podcasts plein de aussi. stages, plein de podcasts. Voilà, il y a vraiment moyen d'apprendre de manière tout à fait autodidacte. Nous sommes d'accord. Nous allons entrer un peu plus en détail dans la partie des traumas et du lien et de leur lien avec la thérapie. Pensez-vous que nous devrions tous commencer une thérapie assez tôt dans notre vie ?
par exemple durant l'enfance, est-ce que commencer une thérapie durant l'enfance pourrait avoir un impact positif sur notre manière de gérer certains traumas ou certains événements une fois à l'âge adulte? Mais j'utiliserai pas tellement le terme thérapie, mais je pense qu'il faudrait une éducation à la psychologie jeune, ouais, qui commencerait comme un cours en fait, qui commencerait à l'école. Maintenant, thérapie, ça a vite une connotation souffrance, symptômes, et alors que là, bon, bien sûr, on souffre tous, hein, donc on pourrait se dire on a tous besoin d'une thérapie, mais c'est plus une éducation à la psychologie qui commencerait jeune. Avant de continuer, j'aimerais vous demander si vous pourriez nous décrire ce qu'est un traumatisme dans le cadre clinique, avec vos mots. Donc, il y a des symptômes post-traumaires, donc avec, par exemple, des cauchemars, des images intrusives, des angoisses. Et donc, dans la formation EMDR, qui est vraiment une technique spécifique pour accompagner les traumas, on utilise la métaphore qu'un trauma, c'est comme un nœud mnésique qui est resté en fait dans nos neurones, mais qui est relié à plein de choses. Donc, par exemple, je me fais agresser par des hommes casqués. Donc, l'agression peut être un trauma, donc je fais des cauchemars. Mais surtout, chaque fois que je vois un homme casqué ou une femme casquée, j'ai une crise d'angoisse. Bon, il y a quand même beaucoup de mobylettes, motos, maintenant tous les vélos ont des casques, donc c'est un peu embêtant, évidemment. Donc il y a une réaction démesurée, émotionnelle, à tout élément lié à l'événement traumatique. Et donc un trauma, c'est comme un trauma en biologie, hein, une fracture, c'est un trauma. Donc c'est un dommage corporel, ça c'est en médecine, et un dommage psychologique en psycho. D'accord. Est-ce que vous aviez déjà rencontré des patients qui n'avaient pas du tout conscience qu'ils vivaient des traumatismes ou des conséquences d'un traumatisme? Est-il possible de mener une vie saine avec ces traumatismes à l'intérieur? Oui, je dirais que si on n'a pas de symptômes, tant mieux. Parce que il n'y a pas d'événement objectivement traumatisant. Donc pendant les attentats, j'ai accompagné pas mal de personnes, mais il y en a plein qui n'ont pas été traumatisés. Et il y en a certains qui ont été traumatisés. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Un attentat n'est pas traumatisant. Ça dépend des personnes. Et donc, si on n'a pas de symptômes, ben voilà, j'ai vécu un attentat ou un accident, et si je n'ai pas de symptômes, tant mieux. Alors, peut-être que je suis dans le déni de mes symptômes, mais j'ai envie de dire, tant mieux. Enfin, tant mieux. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas de problème. Okay, je ne sais pas que j'ai un problème et donc j'ai pas de problème. Okay. Vous avez un peu répondu à la question que j'allais vous poser tout de suite, de savoir est-il plus sain parfois pour certains individus en tout cas de vivre dans le déni de leur traumatisme? Oui, parfois c'est tellement chargé que les personnes se mettent un peu la tête dans le sable, mais voilà. Parfois, il y a un moment où on a envie de le régler, parfois pas. Il y a plein de gens qui vivent toute leur vie avec plein de troubles en considérant que c'est normal. C'est comme si nous, on vivait avec plein de douleurs et on considère que c'est normal. Oui, parce que peut-être qu'à partir du moment où les personnes prendront compte qu'elles vivent des traumatismes ou leur impact, c'est peut-être à ce moment-là qu'il y aurait une espèce de chute en fait dans leur vie émotionnelle et elles trouveront un déséquilibre à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je me demandais, parfois c'est plus sain d'éviter de prendre conscience de ces traumatismes, mais c'est comme si d'un autre côté, c'était... je veux dire, on ne peut pas recommander à quelqu'un de vivre non plus dans le déni. Il faut toujours s'introspecter, c'est quelque chose d'important. Donc, que faire en fait? Que dire je pense que c'est toujours mieux d'être lucide, de manière générale, mais tout le monde n'est pas prêt au même moment. Donc, je pense que c'est important de respecter aussi là où sont les gens. Okay. Et il y a des personnes qui n'ont pas envie de voir et des personnes qui n'ont pas envie de régler ça là maintenant, peut-être un jour, peut-être jamais. Voilà, je trouve que chacun est libre et s'ils veulent vivre bien avec leur trauma, pour moi, il n'y a aucun problème. Pourriez-vous nous dire quelle thérapie est la plus appropriée pour travailler ces traumatismes? Moi, j'utilise le EMDR, mais je sais qu'il y en a qui travaillent avec d'autres techniques, comme le l'EFT ou
des techniques comme l'hypnose. Voilà, il y a d'autres approches qui traitent les traumas aussi. Pourriez-vous nous décrire plus en détail l'une des pratiques que vous venez de citer? Le MDR, parce que c'est la seule que je connais. Et ça, c'est basé, donc c'est Eyes Movement Desensibilization Reprocessing. Et donc, c'est basé sur le mécanisme naturel, biologique, qui se perd pendant le sommeil paradoxal. On a une activité cérébrale très intense de gauche à droite. Et donc, on recrée en fait cette activité avec gauche-droite, soit avec les yeux, soit avec... Il y a des thérapeutes qui utilisent des casques avec les sons. Moi, j'utilise le tapotement. Et voilà, et donc on revisite l'événement traumatique. Donc comme j'explique ça souvent que notre mémoire, c'est comme un grand meuble avec plein de tiroirs. Et un trauma, c'est un tiroir qui ne se ferme pas bien parce que c'est un peu le bordel à l'intérieur. Et chaque fois qu'on passe à côté, on se cogne et ça fait mal. Et donc là, on va réouvrir le tiroir, ranger le tiroir et puis pouvoir le fermer. Et la personne, alors, elle est libre de l'ouvrir ou pas. Parce qu'on ne pense pas à tous nos souvenirs. Ça fait partie de notre histoire, mais il n'y a plus de charge émotionnelle. Et tout le monde est capable, en tout cas, si l'individu se prête au jeu, tout le monde est capable de réaliser ce type de thérapie. Oui, tout à fait. Ça peut parfois être assez heurtant, on va dire, j'imagine. Oui, il y a un petit moment un peu désagréable, c'est quand on ouvre le tiroir et qu'on regarde tout ce qu'il y a dedans. Mais c'est relativement bref quand même. Et puis on a 4 portes d'entrée. Il y a la porte d'entrée des images, des émotions, des sensations physiques et des pensées. Et donc on rentre par le canal qui parle à la personne, ou peut-être le moins intense si c'est très chargé. Donc Est-ce qu'il y a des personnes que vous avez pu voir, avec lesquelles vous avez pu tester ce type de thérapie qui s'en sortent ou sortent de là en tout cas très bouleversées et ça leur a fait plus de mal que de bien? Ça vous est déjà arrivé? Non, moi, mon expérience en EMDR, c'est que c'est toujours très impressionnant. Je suis même la première étonnée de voir à quel point c'est efficace, rapide et que ça défait le nœud. Alors, il y a des nœuds qui sont bien serrés, bien intenses, donc ça prend un peu plus de temps. Mais en général, quand la personne fonctionne bien, qu'elle vit quelque chose, puis qu'après elle a des symptômes post-trauma, le MDR, ça va relativement vite. D'accord. Peut-on trouver un lien entre la spiritualité et la thérapie, la psychologie? Oui, je pense qu'à l'époque, on n'allait pas voir des psys, on allait voir le curé. Mais c'était aussi une manière de pouvoir parler sans être jugé, de pouvoir être accueilli de manière inconditionnelle, quoi qu'on ait fait. Et beaucoup de personnes cèdent, ou en tout cas arrivent à s'apaiser mentalement ou psychologiquement grâce à des approches spirituelles. Comment est-ce qu'un patient peut se rendre compte des effets bénéfiques d'une thérapie sur son quotidien ou sur sa personne? L'indicateur, c'est le ressenti. Donc, si on se sent mieux, c'est que ça marche. Et si on se sent de plus en plus anxieux, dépressif, coupable, c'est qu'on fait fausse route. D'accord. Parce que parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. J'ai l'impression qu'il faut parfois persévérer et être très, très, très tolérant avec soi-même. Parce qu'on on fonctionne pas tous de la même manière, on n'a pas tous la même capacité de résilience, la même intelligence émotionnelle. Donc, c'est très important d'être patient et ouvert aussi envers soi-même. C'est se traiter comme on traite ses amis. Donc, avec sympathie, douceur et encouragement. Nos amis, on est cool avec eux. Et juste une petite question par rapport à la spiritualité. Vous appliquez du coup tout ce que vous avez appris autour du bouddhisme dans vos thérapies alors? De plus en plus. Mais en fait, les neurosciences, les messages de Bouddha et la psychologie disent tous plus ou moins la même chose. C'est que tout est à l'intérieur de notre esprit. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle, puisque j'ai un peu la main sur mon esprit et que je n'ai pas de pouvoir sur l'esprit de l'autre, ni sur les situations extérieures. Je ne sais pas ce que la vie va me proposer, mais je suis toujours libre de pouvoir
développer un état d'esprit heureux, serein, léger, par rapport à ce que la vie me propose de vivre. Et tous les philosophes de l'Antiquité grecque, enfin même les philosophes d'aujourd'hui, hein, ils étudient aussi, en fait, comment être heureux. Donc, c'est aussi une forme de psychologie. J'aimerais à présent en savoir plus à propos de la relation entre un psychologue et son patient, et plus particulièrement la manière dont un thérapeute se prépare à recevoir un individu dans son cabinet. Comment est-ce que le psychologue se prépare à entamer une thérapie ? Je ne sais pas comment se préparent les autres, mais moi, je médite, donc je pense que c'est une manière quand même d'être bien centrée. Mais autrement, mes journées de consulte, hein, puisque je partage mon temps entre des formations, des conférences et des consultations. Mes journées de consulte, c'est un peu des journées vacances. Hein. Je trouve ça trop chouette. Je travaille à mon rythme. Je suis présente, 100% présente. Et puis quand la personne part, voilà, j'ai toujours un petit sas un petit tampon de entre 15 et 30 minutes. Et puis, je suis de nouveau tout à fait présente pour la personne suivante. Vous est-il déjà arrivé de décrocher lors d'une séance en fait, avec un individu ? Je pense pas. Pendant le Covid, il y avait beaucoup de séances à distance ou même des groupes à distance. Et là, je trouve que c'est plus difficile d'être présent parce que je chipote, je fais d'autres choses, tout en gardant une oreille. Mais donc à distance, je fais quasi pas en fait, parce que ou bien alors je m'installe et je suis 100% présente. Mais voilà, les seuls cas où parfois je me surprenais à faire 2-3 petits trucs pendant que la personne parlait. Voilà, c'est à distance, mais autrement en présentiel jamais. Parce que c'est assez humain parfois, comme nous sommes tous égocentrés, de partir en fait dans nos idées, ou même si le patient évoque un certain sujet et qu'on est dans une période assez difficile de notre vie émotionnellement, il se peut qu'on commence à faire des liens entre ce que le patient dit et ce à quoi je pense, et donc partir et décrocher totalement le fil de la discussion. Mais comment travailler sur cette notion de présence, cette notion d'ailleurs qui est reprise dans le bouddhisme, si je ne me trompe pas. On parle beaucoup de présence. Ouais, mais je pense que c'est vraiment important d'être 100% engagé dans le lien et dans la séance, et tout à fait non attaché au résultat de la séance, puisque comme on n'a pas de contrôle sur l'esprit de l'autre, je ne sais pas ce que les personnes vont en faire. Et ce non-attachement permet de pas m'impliquer, en fait. Donc, je suis engagée, c'est-à-dire je suis 100% présente, mais pas du tout attachée à ce qu'elle me raconte. Et si je posais la question aussi, c'est parce que, je ne sais pas vous, mais je me suis toujours demandé ce qu'écrivait en fait le psychologue pendant que je parlais. Okay. Parce que c'est vrai que ça pourrait être perturbant pour un individu de se retrouver face à quelqu'un qui prend des notes pendant qu'il parle, parce qu'on aurait l'impression, on peut avoir l'impression qu'il n'est pas du tout présent et pas du tout à l'écoute, alors que il y a des psychologues qui ne notent pas. Donc moi j'en connais qui notent absolument rien. Mais moi je note, donc pour revenir à l'approche neurocognitive et comportementale, je note des hypothèses contenant. Donc voilà, la personne a peut-être un hyper-investissement, point d'interrogation. Comme ça, je sais ce que je dois valider comme contenant. Et je note quelques éléments de contenu pour juste me rappeler pourquoi j'ai cru qu'il y avait peut-être, je sais pas, une motivation secondaire de tel type. Mais vous vous souvenez généralement assez bien ou assez facilement de tout le contenu en fait à chaque fois des personnes. C'est pas trop parfois pour vous-même d'avoir c'est un poids quand même, parce qu'en recevant la parole de l'autre, vous recevez aussi toutes ces émotions. Enfin, peut-être que dans la tête c'est pas trop théorique. Enfin, je veux dire. Oui, mais je ressens pas ça. Enfin, je sais que j'en discutais justement il y a pas longtemps avec une collègue qui elle a vraiment besoin de décharger après ou de se protéger avant. Et moi je ressens pas tellement ça. Je n'ai pas l'impression que je prends. J'ai quelques patients, mais je vis vraiment sur les 50 que j'accompagne régulièrement. Il y en a peut-être une ou deux que je trouve plus pompantes. Mais voilà, après, j'arrive très vite
à me détacher de tout ce qu'elle m'a raconté, tout en ayant été présente à ce qu'elle m'a raconté au moment où elle me racontait. Mais une fois que c'est fini, c'est fini. Ok, d'accord. J'ai une petite question peut-être très précise, mais sauriez-vous nous expliquer ce qui se passe dans votre esprit lorsque vous écoutez la parole de l'autre ? Donc moi, comme je suis formée à cette approche neurocognitive ou au bouddhisme, parce qu'ils ont aussi un modèle de l'humain, quand la personne me parle, je vois la cause de son problème. Et donc, je sais qu'il faut vraiment écouter, parce qu'il y a des gens qui aiment parler, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources pour parler, en fait. Mais je suis toujours un peu étonnée des gens qui viennent, qui parlent pendant 1 heure. J'arrive pas à en placer une. Et parce que alors, je me dis qu'ils n'ont pas besoin de payer, en tout cas, pour parler. Ils peuvent parler à quelqu'un d'autre, ou à leur chien, ou à n'importe quoi. Mais je pense que c'est quand même important pour certaines personnes d'avoir une écoute non jugeante et accueillante. Et donc, je laisse faire, mais je communique là-dessus en disant, écoutez, moi, je peux vous écouter, mais voilà, le contenu d'abord, mais bon, ça évidemment, ils ne savent pas, mais le contenu m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'état d'esprit avec lequel ils vivent ce contenu. Donc, j'ai pas besoin d'énormément d'informations, en fait, sur le contenu. Et ça me fait penser à l'idée que j'ai tendance à penser que quand on est étudiant et qu'on entame des études de psychologie, il faut compter énormément sur soi-même et par rapport à tout ce qu'on va apprendre en dehors du cadre scolaire, parce que j'ai l'impression que pour devenir un psychologue, pour travailler en fait dans le domaine de l'humain, il faut avant tout savoir comment être humain, savoir comment faire preuve d'empathie, de tolérance envers l'autre, parce que ça peut arriver, on a tous tendance parfois à juger les autres ou à avoir de certaines idées qui peuvent être pas forcément gentilles ou bienveillantes par rapport aux autres. On reste humain et c'est dans la nature humaine, mais je peux parfois m'apercevoir de certains comportements de la part des autres et je me dis mais ces personnes représentent les futurs psychologues dans notre société, et donc je me suis toujours dit que c'était une manière d'être et qu'il fallait vraiment que ça fasse partie en fait de notre personnalité. J'ai l'impression qu'être psychologue, c'est limite un trait de personnalité en fait, et ça doit s'appliquer à tous les contextes, toutes les situations. Je ne sais pas si je suis assez claire dans ce que je raconte. Ouais, écoute, je vais répondre de deux manières différentes. Je pense qu'il y a des très très bons médecins qui ont une très mauvaise santé. Tu vois, mais alors, c'est vrai qu'il y a des psy, et j'en connais, des super bons psychologues qui sont super formés à plein d'approches. Je pense qu'ils sont vraiment très, très performants pour aider. Mais dans leur vie personnelle, voilà, c'est pas très inspirant. Et c'est vrai que moi, je suis spécialement sensible à cet alignement de l'être. Donc, j'aime bien les gens qui... C'est pour ça que j'aime bien aller à des retraites bouddhistes, parce que je trouve qu'ils sont alignés, les bouddhistes. Ils prônent la simplicité et ils sont simples. Ils prônent la légèreté et ils sont légers dans leurs propos. Et donc, c'est voilà, mais c'est assez personnel. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont être sensibles à cette cohérence. Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui semble, on dit en anglais, un walk the talk, qui tout ce qu'elle me propose de faire, est-ce qu'elle le fait elle dans sa vie? Et puis il y en a qui s'en foutent de ça et qui veulent juste des psys performants avec des techniques adaptées à leurs problématiques. Parce que c'est un peu du coup la question que je me posais, c'était si en tant qu'être humain, je ne fais pas preuve de bon sens, ou en tout cas je ne suis pas congruente, est-ce que je peux réellement avoir un impact sur la vie d'un individu qui vient dans mon cabinet et qui me demande que je puisse lui donner des outils, si j'ai l'impression que la meilleure manière quelque part d'avoir un impact sur quelqu'un, c'est d'avoir une influence en montrant l'exemple. Et donc... Oui, mais je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je pense que d'abord, les patients, ils ne connaissent pas la vie des psys. Tu vois, peut-être que le psy, il est complètement à la masse dans sa vie, mais voilà, ça ne se voit pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent chercher des techniques, ou des approches en tout cas. Mais voilà, moi, je pense que plus tu l'as intégré dans ta vie, plus tu vas inspirer quelque chose de congruent. Enfin, le discours, j'ai l'impression, c'est ça. Le discours sera plus honnête, j'ai l'impression. Parce que ce serait
Enfin, c'est vrai qu'il y en a qui le font du coup, mais étrange de donner des conseils que moi-même je ne suis pas, quoi. Donc, oui, c'est vrai. Les psys, ils aident à prendre du recul. Et puis parfois, les psys eux-mêmes, ils n'arrivent pas à prendre du recul. Ouais. Alors, je suis toujours un peu étonnée quand je discute avec des collègues à qui il arrive des problèmes extérieurs. Et je vois qu'ils sont complètement dévastés par ce problème extérieur. Je dis, si quelqu'un venait te voir dans ton cabinet avec ce même problème, tu l'aiderais à prendre du recul, pourquoi tu le fais pas toi alors? Donc voilà, mais moi je suis toujours étonnée de cette non-réversibilité ou cette non... parce qu'ils... c'est pas toujours facile en fait d'adapter les outils, les exercices qu'on propose aux patients à soi-même. Mais je trouve que pour moi c'est important évidemment. Oui, bien sûr. Concrètement, et vous avez parlé de recul, comment est-ce qu'un psychologue fait pour garder un certain recul émotionnel par rapport au patient? Je pense que déjà, le psychologue, il a conscience que le patient, c'est pas lui, et qu'il n'a pas de pouvoir sur lui, sur son esprit. Et donc, c'est plus facile de prendre du recul à partir du moment où on accepte ça. C'est que moi, j'ai pas plus de pouvoir sur les autres que sur la météo. Donc, je lâche prise déjà l'obligation de résultat. Et je pense que le fait d'avoir cette compassion qui permet de ne pas souffrir, mais d'être vraiment très empathique par rapport à la souffrance de l'autre et de se donner les moyens de libérer l'autre de la souffrance, en tout cas de lui donner des pistes pour qu'il puisse se libérer. Ça, je pense que c'est important. Le recul, de vraiment garder son centrage et de dire l'autre, c'est l'autre. Et moi, c'est moi. Mais pourtant, on a les mêmes organes, on a les mêmes émotions, on a la même envie d'être heureux, on a la même non-envie de souffrir. Et donc, voyons un peu qu'est-ce qui génère cette souffrance chez lui. Et voilà, moi, je pense que la pédagogie fait déjà énormément. D'expliquer aux patients pourquoi ils souffrent, ça aide déjà à dédramatiser la souffrance parce qu'on a compris en fait que c'était normal. Toute personne qui a le même état d'esprit serait dans le même état. Et parfois pour le psychologue, ça peut être un recul qui est assez difficile, on va dire, à mettre en place, en tout cas une distance, à prendre avec le patient. Et dans ce cas-là, il est parfois important d'être entouré, d'être en équipe par exemple, mais est-ce qu'un psychologue va voir un psychologue? Il y en a beaucoup qui font des supervisions, des intervisions. Ça, c'est chouette. Moi, je fais de temps en temps des intervisions et j'ai fait beaucoup de supervision à l'époque. Et autrement, d'échanger. Moi, j'ai pas mal d'amis qui sont aussi psy. Et donc, parfois, on va se balader dans la forêt, on échange sur ce qu'on vit, et voilà, mais de manière tout à fait informelle. Et une intervision, pour être plus précise, c'est entre psychologues au sein d'un même cabinet, et supervision, c'est je vais voir un psychologue externe à l'équipe. Supervision, c'est je suis supervisée par un spécialiste. Et donc là, j'apprends à intégrer une technique en particulier. D'accord. Et voilà, donc le psychologue m'aide, mais je parle de mes cas. Alors que l'intervision, c'est plus entre thérapeutes, parce qu'il n'y a pas que des psys, il y a des coachs, il y a un peu de tout. Et alors, on échange sur nos pratiques. Et en disant, tiens, avec ce patient-là, c'est vrai que je pourrais essayer telle approche ou l'envoyer chez telle personne. Mais est-ce obligatoire d'avoir l'un des deux? Ou est-ce que c'est obligatoire? Je ne pense pas que ce soit obligatoire. Non, je ne pense pas. Au début, quand tu apprends une technique, quand j'ai fait le EMDR, j'avais beaucoup de supervision EMDR. Maintenant, c'est confortable d'avoir quelqu'un avec qui on peut déposer certains cas où on patauge un peu. Mais si ça roule, je ne pense pas que ce soit obligatoire et nécessaire. Mais en tout cas, du coup, c'est vraiment recommandé à tous les thérapeutes. Au début, je trouve qu'en tout cas, quand on commence sa pratique, c'est vraiment chouette d'être supervisé ou de pouvoir échanger avec d'autres thérapeutes. Oui.
Et au fil du temps, à force d'exercer ce métier, de recevoir la parole de plein d'individus différents, avec plein d'histoires et de traumatismes très différents, est-ce qu'on peut se sentir un peu moins sensible à l'histoire de l'autre, à la parole de l'autre? Est-ce que le psychologue finit par être un peu désensibilisé à la douleur de l'autre? Non, je dirais qu'au contraire même. Mais d'abord, ça me conforte dans le fait de dire que on est tous pareils. Mm-hmm. Alors bien sûr, on n'est pas pareil en termes d'histoire, mais on est tous pareils en termes d'état d'esprit et d'objectifs de vie. C'est qu'on a envie tous d'être heureux. Et alors, non, je suis même touchée par toutes les stratégies que les personnes mettent en place pour essayer d'être heureux et de ne pas souffrir. Et stratégies qui sont parfois pas très efficaces. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir quelqu'un qui est spécialiste qui nous explique des stratégies plutôt efficaces. Et pas, pas montrer ses émotions ou pas parler. Ce pas des stratégies qui sont toujours très efficaces. Elles l'ont peut-être été à un moment donné de notre histoire, mais aujourd'hui, elles contribuent plus à nous faire souffrir qu'à notre bonheur. Et au début de votre carrière en tant que thérapeute, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous apercevoir, de prendre conscience que le vécu d'un patient avait eu en fait un impact sur vous, sur votre état émotionnel par exemple, lorsque vous rentrez chez vous, vous retrouvez votre famille, vous retrouvez vos proches? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir avec un peu moins d'énergie par exemple aujourd'hui, ou alors vous ressassez un peu ce que la personne vous a dit? Est-ce que ça vous revient dans vos rêves ou... Non, je dirais non. Parfois, ce qui arrive, c'est que je suis touchée par certains témoignages ou certains patients. Notamment, j'avais accompagné une mère qui avait perdu sa fille. Et je sais que le fait de l'accompagner m'a énormément aidée par rapport à mon rapport à la mort d'un proche. Et donc, mais j'étais plus touchée dans le sens ému, dans le sens positif. Pas perturbée. Donc elle m'a énormément appris, d'ailleurs, sur la résilience et le deuil. Parce que ça me fait penser aussi... je sais que cette distance, on l'apprend dans le cadre de nos études, mais certaines personnes, parfois, je les entends dire que elles se disent être hypersensibles, hyper émotives, et donc elles ont peur en fait d'être vraiment submergées par l'état d'un patient qui peut raconter une histoire qui est vraiment très bouleversante. Et imaginons la personne se met à pleurer, ça peut être très difficile pour nous de retenir nos larmes. Je me demande d'ailleurs si c'est déjà arrivé qu'un psychologue finisse par verser des larmes, par exemple. Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème à ça. On peut assumer qu'on est touché par ce récit. Comme mon mari, il est médecin en soins palliatifs. Et parfois, il y a les larmes qui montent parce qu'il est touché par le rapport au patient qui est en fin de vie. Et pour moi, ça montre un peu notre humanité aussi. On n'est pas des robots. Peut-être qu'un jour, les psys seront de l'intelligence artificielle, des robots. Et là, ils seront programmés pour ne pas pleurer. Mais là, oui, on peut se laisser vraiment être touché. Ce qui est important, c'est de bien comprendre ce qui se passe pour pas plonger dans le récit de l'autre. Mais ça je pense que, moi, ça m'est pas arrivé. C'est pour ça que j'estime que le métier de psychologue est un métier de vie, est un métier qui peut être atteint par toutes les personnes. Et c'est un métier qui représente, j'ai l'impression, un énorme challenge, parce qu'on doit en même temps trouver l'équilibre dans sa propre vie, trouver un espace, un environnement sain, vivre dans un environnement sain, être stable émotionnellement, pour ensuite recevoir la parole de l'autre et essayer de lui apporter les outils en fonction vraiment de ses besoins. Donc être vraiment à l'écoute à ce point, en tout cas, d'une personne, parce que on imagine bien que tous les patients ne disent pas tout et que parfois il faut jouer ce rôle de faire preuve d'empathie. Et l'empathie nous permet dans ce cas-ci de parfois déceler certaines choses que le patient ne va pas forcément dire. Et c'est pour ça que pour moi, ce métier devrait être plus mis en avant, en tout cas par rapport à ces valeurs qui sont très humaines et qui ne s'apprennent malheureusement pas dans le cadre scolaire. Et c'est pour ça que cette vidéo est réalisée d'ailleurs, c'est pour pour en parler. Et je suis contente que vous soyez là pour témoigner de tout cela. Est-ce que vous avez autre chose à dire à propos de ce métier? Mais je pense que c'est aussi un échange. Moi, j'ai énormément appris
des rencontres que j'ai pu faire avec mes patients. Et en même temps, j'ai apporté beaucoup à certains patients. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un échange. Comme on apprend tout le temps, on apprend de toute rencontre en fait. Et là, c'est une rencontre qui est tout de suite authentique. Parce que quand on va voir un psy, on parle tout de suite de soi. On ne fait pas des blabla mondains. C'est ça. Et donc, je trouve que c'est un super métier parce qu'on a vraiment ce privilège de rencontrer l'autre dans qui il est vraiment et ce qu'il touche. Et ça apporte énormément. Et encore plus pendant des années d'exercice du métier. On doit apprendre beaucoup, beaucoup de choses à ce propos. Ouais. Nous allons donc passer à la dernière partie concernant l'éducation et l'avenir de la psychologie. Pour terminer cette vidéo, j'ai quelques questions concernant l'éducation et la psychologie. Pour commencer, conseilleriez-vous aux futurs psychologues de consulter avant de pratiquer pour permettre aux futurs professionnels de mieux comprendre le patient? Moi, je trouve que c'est toujours intéressant. Quand j'ai étudié des approches, je l'ai d'abord expérimenté sur moi. Donc, j'ai fait de l'EMDR, j'ai été accompagnée par des thérapeutes en approche neurocognitive et comportementale. J'ai fait aussi, je voulais faire une formation en Palo Alto. J'ai été voir une thérapeute en Palo Alto. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir la position du patient. Ouais, de toute façon, c'est toujours chouette. Bien sûr. Que pensez-vous de la manière dont on enseigne la psychologie dans les universités ou les hautes écoles? Je pense que, en tout cas à l'université, les 3 années de bac, c'est intéressant, mais c'est beaucoup de culture générale autour de la psychologie, ce qui est pas inutile, même si après on se dit on va jamais aller plus loin en fait dans certains cours. Mais c'est vraiment de voir ça comme de la culture générale et aussi un apprentissage à synthétiser, à structurer sa pensée. Voilà, je pense que les études, ça sert surtout à ça. En termes de contenu, on ne retient plus grand-chose, mais on a quand même appris à penser. Et par contre, dans les masters, je vois ma fille qui est en 2e master, là, c'est beaucoup plus pratico-pratique parce que les cours sont enseignés par des praticiens qui sont sur le terrain. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un autre niveau. C'est plus exigeant aussi. Je trouve qu'elle trouvait que le bac, c'était, il fallait étudier et comprendre ce qu'on étudiait. Mais après, le master, c'était plus exigeant en termes de travail à faire, de compréhension. Voilà, alors les hautes écoles, moi je connais surtout Mariaps. Je pense qu'il y a un aspect plus pratique dès le début. Oui. En fait, ils sont plus vite sur le terrain, ils font plus vite, même des petits stages, mais ils vont plus vite accompagner des psys dans leur réalité. Et concernant votre expertise et le processus d'apprentissage, en tout cas du métier, donc de vos études, à vos formations, vos voyages, quelle est l'étape durant laquelle vous avez le plus appris à propos du métier, de la pratique? Je pense que chaque fois, quand j'ai appris une technique, que ce soit le MDR ou l'approche neurocognitive et comportementale, ce sont les deux techniques que j'ai apprises assez rapidement. Toutes les supervisions, les intervisions, les formations, là, j'ai vraiment appris énormément. Et puis après, j'ai intégré à qui j'étais. Et puis maintenant, c'est le bouddhisme. Et donc là, je pars d'ailleurs demain en retraite. Et donc, chaque fois que j'apprends des choses, parce qu'il y a plein d'enseignements, je les intègre dans ma pratique. Et puis, je prends note par écrit, je les retape après. Comme ça, je structure. Et je redonne des petits ateliers à mes amis pour redonner ce que j'ai appris. Donc voilà, je trouve que la meilleure façon d'intégrer, c'est de pouvoir enseigner. Est-ce que vous pourriez dire du coup que vous en avez plus appris à propos de ce métier en dehors de l'université que... Oui, beaucoup plus. Même si j'ai adoré mes études et je trouvais que il y avait des cours qui étaient passionnants et quelques profs qui m'ont vraiment marqué. Mon mémoire aussi, c'était très intéressant. Il se portait sur quel sujet? Sur le partage social des psychopathes. Ok. Partage social des émotions des psychopathes. Et, mais là, je travaillais avec l'équipe
de psychologie clinique qui s'occupait surtout des émotions et tout ce qui est partage social des émotions. Et là, j'ai énormément appris. Et voilà, non, mais, j'ai adoré mes études, mais il y a beaucoup de cours dont je ne me souviens absolument plus du contenu. Ce qui n'est pas très grave. Hein. On peut comprendre. D'après vous, quelle place aura la psychologie dans 20 ans ? Mais j'espère qu'elle sera enseignée dans les écoles, comme un cours, comme maths, français, sciences. Voilà, peut-être ça peut rentrer dans le cours de sciences. Oui, clairement, c'est aussi mon souhait, mon plus grand rêve. De nos jours, la technologie prend de plus en plus de place et je dirais même qu'elle évolue plus que l'être humain, on va dire, au niveau des connaissances ou des découvertes. Et les IA prennent de plus en plus de place. Et d'ailleurs, vous pourriez voir, par exemple, sur Snapchat ou sur d'autres applications, on peut maintenant parler à des IA par rapport à notre ressenti. Et donc, ma question, c'était, est-ce que vous avez peur qu'un jour, les IA prennent vraiment la place des psychologues dans notre société ? Non, j'ai pas peur. Je pense que rien ne remplacera, enfin les IA, ça reste des calculs et des algorithmes, donc ça remplacera jamais la sensibilité d'un être humain, la créativité d'un être humain. Voilà, j'en suis convaincue. Par contre, ils peuvent être en première ligne pour dispatcher, pour dire tiens, avec ton problème, c'est mieux que tu ailles voir un hypnothérapeute ou des thérapies plus comportementales. Ou, voilà, ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça, ils pourront faire, à mon avis. Vous trouveriez ça plus intéressant que ce soit une IA qui dispatche un peu ces individus qu'un être humain ? Je ne sais pas si c'est plus intéressant, mais ça, je pense qu'ils pourront faire. En fonction du symptôme et de la problématique que la personne ressent, elle pourra facilement, à mon avis, orienter vers différentes approches. Maintenant, un humain peut le faire aussi. Hein. Donc, c'est voir comment utiliser l'intelligence artificielle pour que l'humain, psychologue, puisse faire vraiment ce que aucune intelligence artificielle pourra faire. Parce que c'est un peu, on va dire, ma crainte, c'est que, comme je le disais, ces technologies, je ne m'y connais pas forcément énormément, évoluer énormément avec le temps. Et j'ai bien peur qu'à l'avenir, en tout cas, c'est parfois difficile de l'imaginer parce qu'on est en 2023, fin 2023. Mais je me dis qu'un jour, c'est possible qu'une IA puisse en fait avoir la capacité de comprendre et de faire un travail de psychologue. Et donc, j'ai l'impression que ce serait vraiment quelque part un peu la fin du monde, quelque part, du monde de la psychologie. Et donc, je me demande que deviendraient en fait les psychologues à ce moment-là, quelle serait leur place, ou est-ce que les psychologues travailleraient directement avec des IA dans les thérapies ? Oui, peut-être. Vous pensez ? C'est comme en médecine, hein, il y a maintenant beaucoup d'opérations qui sont faites par des robots. Et comme en voiture aussi. Hein. Nous, on imagine, parce que moi, quand j'étais jeune, on pouvait fumer partout, dans les avions, dans les restos, dans les trains, dans les hôpitaux. Et maintenant, c'est inconcevable. Moi, mes enfants, ils sont nés avec des smartphones et la cigarette, c'était interdit dans tous les lieux publics. Et donc, ils disent, mais c'est dingue, à la banque, on faisait la file à la banque, et tout le monde avait sa clope. Et j'aime bien imaginer, tiens, dans 20 ans ou dans 30 ans, on va peut-être nous dire, quoi, c'est dingue, vous pouviez conduire vos voitures ? Et toutes les voitures seront automatisées, ou vous pouviez boire de l'alcool, c'est dingue. Alors que là, l'alcool, c'est cool, Raoul. Et peut-être que ce sera des mêmes étonnements comme ça par rapport à la médecine. Quoi. Il y avait un humain qui t'opérait, mais c'est hyper dangereux. Parce que c'est vrai que les robots, ils font pas d'erreur, puisque l'erreur est humaine. Et peut-être qu'avec la psychologie, il y aura aussi, en tout cas, tout un pan qui sera assumé par l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas oublier que ça reste des calculs. Ça ne reste pas de la psychologie. Donc même si l'intelligence artificielle peut écouter, peut faire semblant d'écouter, elle a été programmée pour faire ça, mais elle n'écoute pas vraiment. Donc c'est important aussi de ne pas oublier qu'un humain, il n'est pas remplaçable dans ce qui fait de lui l'humain. Je pense que ma crainte la plus, on va dire, ce qui cache en fait, je pense que, comment dire, je recommence, je reprends. Je pense que ma crainte réelle reste cette idée de
de me dire que l'être humain pourra développer une IA qui permettra, on va dire, au monde de mieux comprendre les êtres humains sans en fait développer les thérapies qui existent, ou en tout cas d'introduire par exemple la psychologie dans les écoles. Donc j'aurais juste peur qu'on avance trop vite en fait là-dessus sans avancer en fait sur le terrain concrètement et dans la pratique. Oui, mais on peut voir ça autrement. Imagine que tu as une IA qui est super performante en termes de psychologue, et chacun aurait son psychologue à la maison full time, tout le temps, là. Hop, tu as tout le temps ton psy, tu discutes, et puis il te permet de prendre du recul, et puis il te permet de voir les choses autrement. Donc je pense que l'humanité peut-être se portera mieux alors dans ce cas-là. Ou alors on vivra chacun dans notre bulle et on sera de plus en plus individuel, ou la société sera de plus en plus individualisée d'une certaine manière. Déjà, elle est vachement individualisée, donc non, peut-être que ce sera l'inverse. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas. Mais là, il faut aller voir un humain, prendre rendez-vous. Les psys sont full. Donc, ce n'est pas toujours évident de faire cette démarche. Alors que si ça rentre, par exemple, aux États-Unis, tout le monde a son psy. Ici, en Europe, moins. Mais s'il y a des programmes ou des logiciels ou des apps, enfin l'app apparemment c'est has-been, mais en tout cas des logiciels qui jouent ce rôle de psy, ce sera accessible à plus de monde. Ce sera quasi gratuit. Et tout le monde aura une ressource pour apprendre à maîtriser son esprit pour plus de bonheur. Donc peut-être ce serait super. On ne sait pas en fait. C'est vrai. Je vous remercie pour cette vidéo, Catherine Schwennick. Et j'aimerais conclure en vous posant une dernière question. Pourquoi est-ce que les jeunes, d'après vous, devraient-ils s'intéresser à la psychologie ? Mais parce qu'on vit avec soi full-time, jour et nuit. Et que c'est notre fonctionnement de l'esprit qui va nous permettre d'être heureux quand on comprend vraiment comment on fonctionne. Parce que si on se laisse aller à nos pulsions et à nos conditionnements, on va vers tout ce qui nous fait souffrir. En fait, on mange trop, on est impulsif, on se laisse aller à ce qui est facile, en fait. Et pour être heureux, il faut, je pense, une certaine maîtrise de l'esprit qui n'est pas le refoulement de nos émotions, mais de pouvoir décider, choisir avec quel esprit je vais vivre les choses. Et c'est, je pense, Mathieu Ricard qui disait que être heureux, c'est une manière d'être, et comme toutes les manières, ça s'apprend. Comme toutes les manières, elle s'apprend. Et donc, apprendre à être heureux, c'est apprendre comment fonctionne l'esprit. Voilà pourquoi je pense que c'est vraiment essentiel. Et encore une fois, je suis d'accord avec vous. Et je vous remercie d'avoir participé à cette première vidéo dans notre podcast Alix et ses questions. Et si jamais, pour le public, vous pouvez retrouver Catherine Schwennick sur sa page YouTube et sur les informations, avec les informations que je vais vous mettre en biographie. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci Alix, et c'est super ton initiative. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci.